Bonsoir à tous, bonsoir Jérôme Revillier, vous êtes gérant sur le Forex, et gérant d'Éole Trading et vous allez nous parler ce soir du Forex, ce marché de devises. Donc on va peut-être commencer, vous allez nous expliquer un peu donc quel était le bilan, d'abord qui vous êtes, merci de nous recevoir ici et quel est votre métier au jour le jour et voilà. Bien, bonsoir également à vous, bonsoir à tous les internautes. Je suis donc Jérôme Revillier, gérant d'Éole Trading, une société qui développe des systèmes automatisés sur le Forex. Et je travaille également comme analyste pour plusieurs magazines et plusieurs lettres gratuites qui sont envoyées par Internet. Alors, si je devais commencer par un bilan oui, vous avez 2010, commencé par le bilan 2010, que là on est à l'aube de 2011, on aimerait bien savoir ce qui s'est passé l'an dernier sur le marché d'échange voilà. Et en macroéconomie qui est très important pour l'évolution du marché d'échange. Voilà. Donc l'année 2010, pour moi, le meilleur synonyme, c'est zéro, à l'image de la performance des indices boursiers qui ont fini, et encore grâce à un rallye de fin d'année assez exceptionnel, ils ont fini à zéro. L'année, elle a été animée par beaucoup de turbulences, que ce soit sur le marché des dettes publiques, que ce soit sur l'activité économique en elle-même et même l'emploi. On voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour revenir de la crise. On a fini 2010 avec une note d'optimisme, donc tout le monde est plutôt positif. Je tempérerai un petit peu cet optimisme et on aura sans doute l'occasion de développer tout ça. Aussi, il y a pas eu pas mal de problèmes quand même l'an dernier en macroéconomie, notamment des États qui sont en quasi faillite et qui donc ont eu un impact important sur le marché d'échange. Voilà, tout à fait, le marché d'échange est très impacté. C'est le marché où la macroéconomie a peut-être le plus d'impact, en tout cas où il se voit le plus. Et réellement, 2010 a été vraiment heurté par de nombreux accidents pré-crise et donc et post-crise, pardon. Et donc vraiment, on est dans une situation très trouble où même si on sent que beaucoup de gens ont envie d'être confiants, ont envie d'être optimistes, on a vraiment encore de grosses lacunes macroéconomiques. Donc là, on a fini 2010, on commence 2011. Qu'est-ce qui va se passer en 2011? Est-ce que vous êtes confiant? Et quels sont les grands thèmes porteurs sur le marché d'échange, sur le Forex? Alors moi, j'ai deux grands thèmes qui, je pense, sont valables pour tous les marchés financiers. Le premier, ce serait l'inflation. L'inflation, on a vu qu'en zone euro, l'inflation avait atteint 2,2%, c'est-à-dire un petit peu au-dessus de la fourchette prévue par la BCE, dont le mandat est de gérer cette stabilité des prix. Gérer de l'inflation alors qu'on est en même temps en train de créer de la monnaie, c'est un réel problème pour la BCE et pour les autres banques centrales. Et donc je pense qu'un des thèmes principaux de cette année va être le retour de l'inflation et comment gérer une inflation, une hausse des prix avec une conjoncture et une situation économique difficile pour tous les citoyens. Également peut-être la dette publique qui reste toujours au cœur de l'économie mondiale, ce problème qui va perdurer. Vous avez raison, c'est le deuxième thème, je pense, majeur de l'année 2011. Ça va être l'endettement public. Toujours, les États vont devoir faire face au financement de leur plan de relance et également au financement de leur dette qui devient immense. Pas plus tard qu'hier, le Portugal a été mis sous pression. Certains pays comme la France et l'Allemagne lui demandent de faire une demande officielle d'aide par l'Union européenne. Beaucoup pensent que ça va soulager les marchés si le Portugal demandait de l'aide à l'Union européenne. Je ne serais pas de cet avis. Moi, à mon avis, si le Portugal fait cette demande, ce qui me paraît de toute façon très probable vu la situation actuelle, j'ai peur plutôt que les marchés rentrent dans un cycle de panique et voient une contagion majeure dans toute l'Europe. Donc vraiment, l'endettement public et la gestion de cet endettement va être un élément majeur de 2011. Quand on voit que le Portugal se finance à plus de 7% encore hier, le financement de sa dette n'est pas pérenne et on ne voit pas comment ils vont pouvoir subvenir à leur dette. Parce qu'on a vu que de par le passé, il y a eu d'autres États qui ont été concernés. Peut-être que ce sera encore le cas après le Portugal. Pourquoi pas d'autres Oui, pays tout à cette fait. année On a l'Espagne, par exemple, qui est en ligne de mire, même si la situation est totalement différente. On a eu la Grèce, l'Irlande, le Portugal. Bien sûr, il y a l'Espagne, il y a d'autres pays. On a des pays de l'Est également qui ont été mis sous pression. On voit par exemple, on pouvait encore lire ce matin, la Hongrie qui applique des règles drastiques pour son économie, qui a supprimé 1 mois de salaire à tous ses fonctionnaires, qui a baissé d'1 mois également les pensions des retraités, enfin qui prend des mesures vraiment drastiques pour rassurer les marchés. On ne sait pas
jusqu'où ça peut aller, surtout qu'au final, le problème de fond ne me semble pas résolu. Tout ça, c'est pas bon pour l'euro. Alors effectivement, en ce moment, l'euro est mis, encore une fois, sous pression parce qu'on se focalise sur le problème de la dette européenne. Ça, c'est très clair. En Europe, on a un vrai problème. Mais à la fois, la crise n'a pas été le pire en Europe, puisque l'Europe a un système de sécurité sociale, un petit peu, de préservation du statut, qui a un petit peu amorti l'effet de la crise, certes qui diminue la croissance en période faste, mais qui amortit un petit peu la crise, même si elle a touché toute l'Europe, bien entendu. Et je pense que les intervenants vont peut-être se tourner vers d'autres pays très endettés. Donc on a parlé de l'Europe, et de l'autre côté de l'Atlantique, ça ne va pas très fort non plus. La dette publique est très importante. Qu'est-ce qu'on peut en dire là pour 2011? Qu'est-ce que vous attendez, vous, aux États-Unis? Tout à fait. Je pense que là, les intervenants vont se tourner, à un moment donné, ils sont bien obligés, vers les États-Unis, vers la dette des États-Unis, qui a cette particularité de vraiment dépendre également de la Chine, dont on parlera un peu plus tard sans doute, mais les États-Unis sont vraiment dans une situation un petit peu inquiétante. Certes, on a quelques signaux un petit peu encourageants, mais si on le met en rapport à l'effort qui est produit, l'effort monétaire qui est produit par le quantitative easing, maintenant le niveau 2 du quantitative easing, vraiment c'est très peu efficace et très inquiétant, je pense, pour la suite. On a vraiment une remise en cause de l'ordre établi dans le système économique mondial. Les États-Unis étaient cette figure de proue de l'économie mondiale. Je pense que là, réellement, ils sont en train de perdre leur statut. Barack Obama veut défendre à tout prix un dollar au centre de l'économie mondiale. On voit qu'il commence à avoir des tensions un petit peu partout pour demander que cette suprématie se termine. Donc ça va être là aussi un fil rouge avec la France qui préside le G8 et le G20, qui va essayer de faire passer certaines règles. Ça va être très difficile et 2011 risque non pas de voir la sortie de crise, mais plutôt de voir l'optimisme de 2010 tomber et retomber comme un soufflet au cours des prochains mois. Vous parliez de la Chine, et la Chine, c'est un peu justement ce lien entre le financement de la dette, l'inflation. Donc comment ça s'imbrique tout ça dans l'économie mondiale? Tout à fait. Alors là, c'est vraiment peut-être l'année de la Chine, pourquoi pas. Et peut-être les années de la Chine. Et sans doute les années de la Chine et de l'Asie en plus général. La Chine, l'inflation revient. Ils sont obligés de prendre des mesures pour éviter la surchauffe de leur économie. Mais ils ont beaucoup de marge grâce à leurs réserves immenses, principalement en dollars, mais en bien d'autres devises. Et donc la Chine est prise par une inflation qui va l'obliger à réajuster le niveau de ses salaires, à réajuster également sa demande intérieure. La Chine, on voit, elle est aussi également en train d'acheter de la dette européenne. Après avoir financé à outrance la dette américaine, elle vient financer la dette espagnole et portugaise il n'y a pas très longtemps. Alors, il y a deux volets. Un volet économique, certes, elle investit, elle diversifie ses réserves par de l'endettement, par l'achat de dettes européennes. C'est un premier volet. Mais il ne faut pas se leurrer, derrière tout ça, il y a de la politique. Et en achetant de la dette espagnole et de la dette portugaise dans un premier temps, elle vient un petit peu s'acheter de la tranquillité politique en disant, écoutez, nous on veut bien vous aider, mais laissez-nous tranquilles avec nos histoires en interne. Il y a aussi le yuan qui n'est pas vraiment convertible. Voilà. Donc, comment ça se passe sur le marché chinois du yuan? Voilà. Donc l'yuan, bien sûr, c'est une devise qui est complètement liée et complètement déterminée par l'État chinois. Alors, plusieurs choses sur le yuan. Ça a permis à la Chine d'accumuler ces immenses réserves. L'excédent commercial de la Chine a encore explosé. Donc, vraiment, le yuan va être au cœur. Est-ce que les politiques internationales vont être capables de mettre la pression sur la Chine pour une réévaluation de la monnaie? C'est vraiment aussi, je pense, un des fils conducteurs de cette année 2011. Et on peut d'ores et déjà dire que la Chine, dans tous les cas, sortira de toute façon gagnante de cette crise, quoi qu'il arrive. Il y a aussi un modèle peut-être économique qui est totalement différent de celui qui prévalait jusqu'alors avec les États-Unis qui étaient, vous disiez tout à l'heure, la figure de proue de l'économie mondiale. Est-ce que ça peut changer la donne? Est-ce que la Chine pourrait émerger et remplacer les États-Unis à terme? Voilà. En fait, on pourrait très bien reprendre, je lis en ce moment George Soros qui a écrit dernièrement un bouquin. On pourrait comparer les États-Unis avec leur capitalisme de marché et les Chinois avec leur capitalisme d'État, avec chacun leurs défauts,
Mais clairement, aujourd'hui, on a un affrontement entre ces deux types de capitalisme. Peut-être que la vérité est un peu entre les deux, sans doute avec un petit peu plus de régulation, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les États-Unis sont en train de perdre vraiment leur prédominance sur l'économie, et donc jusqu'à quel point et jusqu'où la Chine peut aller, ça c'est une autre question, on est bien peu à avoir la réponse. Donc on verra bien ce qui va se passer dans les mois, voire les années qui viennent, avec peut-être une perte de la suprématie américaine dans l'économie mondiale. Exactement. Donc vous avez donc dressé un bilan assez complet une analyse macroéconomique de 2010 et de 2011. Bon, maintenant, on peut peut-être se demander, vous avez parlé effectivement du dollar, de l'euro, mais concrètement, comment ça se passe sur le marché des changes? Comment cet endettement, comment cette inflation, comment ce nouveau pouvoir de la Chine, enfin, supposé qu'il soit nouveau d'ailleurs, parce qu'il date de quelques années, comment ça se traduit sur le marché des changes? Alors, il faut savoir que le Forex, c'est l'un des plus gros marchés du monde. On y échange 4 000 milliards de dollars par jour, c'est 1000 fois le CAC 40, grosso modo, donc c'est vraiment énorme. Tout impacte le Forex, n'importe quelle news macroéconomique, n'importe quel flux d'informations, qu'il soit bon ou mauvais, impacte dans un sens comme dans l'autre les devises. Et le Forex est réellement un moyen de jouer les forces des pays les uns contre les autres. Enfin, c'est vraiment un marché qui est très intéressant parce qu'il permet d'un petit peu décorréler son portefeuille des actions. Alors l'impact de l'endettement, c'est très simple. Qu'est-ce qui fait monter une devise d'un pays? Une devise monte si les taux d'intérêt sont hauts, ce qu'on appelle un petit peu le carry trading, c'est-à-dire qu'une devise avec un taux élevé va avoir tendance à s'apprécier fortement. L'endettement, ça effraie plutôt, et ça va plutôt faire baisser les devises. Pourquoi? Parce qu'on a une menace d'abaissement de notes souveraines, tout simplement, qui peut impacter le refinancement du pays et qui peut donc impacter tout le fonctionnement interne des pays, qui donc impacte la devise naturellement. Qui fait fuir effectivement tous les investisseurs qui vont ailleurs. Voilà, entre autres. Et donc vraiment aussi, ces taux d'intérêt, les taux directeurs, on en entend beaucoup parler, qui sont à un niveau historiquement bas, à la fois aux États-Unis, mais à la fois en zone euro, où ils sont 1%. Voilà, ça va vraiment être là également une des clés des années futures, à savoir quand est-ce que les banques centrales vont se décider à fermer un petit peu le robinet des liquidités monétaires et remonter les taux. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Quand Alors ça, je pense que c'est vraiment la question. C'est un petit peu prématuré pour l'instant. On voit bien qu'on n'est pas du tout sorti de la crise, que l'emploi reste vraiment encore pénalisé. J'écoutais l'autre jour un journaliste qui me disait c'est bien, l'Europe a stabilisé son taux de chômage à 10,1%. Étant donné les efforts déployés par les banques centrales, c'est quand même plutôt inquiétant. On devrait quand même commencer à avoir une baisse, et on est toujours à un niveau très élevé. Les États-Unis, eux, affichent une légère baisse, mais qui reste quand même tout à fait cosmétique. Et je suis très inquiet sur le marché de l'emploi. Si vraiment on n'a pas une reprise plus ferme de ce marché de l'emploi, on va vraiment devant de graves problèmes, que ce soit de la consommation et ensuite forcément par ricochet de l'endettement et du financement des entreprises et des États. Vous parliez tout à l'heure qu'on était toujours dans une zone de turbulence, donc c'est un peu difficile de prévoir comment on peut faire pour prévoir justement quand les taux vont remonter, quelle devise acheter. C'est quelque chose, c'est un exercice dont vous faites certes tous les jours, mais qu'est-ce que vous pouvez donner comme clé la prévision et c'est très difficile. C'est vraiment ce qui ressort des marchés actuels depuis un an, et je pense qu'il va perdurer. C'est vraiment ce manque de visibilité. On a vraiment un marché qui est soumis à beaucoup de pression, et surtout on voit que des événements jusque-là inimaginables deviennent fortement probables. La faillite d'un pays est quelque chose dont on entend parler régulièrement, on en a évité quelques-unes, pour combien de temps, jusqu'où, lesquelles, c'est vraiment des questions qui restent, et vraiment, effectivement, on a un vrai problème à la fois qu'analyste, mais à la fois en tant qu'investisseur, d'avoir une vraie visibilité sur les choses et de pouvoir un petit peu être serein. Alors là, ça serait peut-être bien aussi d'expliquer, parce qu'on a expliqué un peu les implications de la macroéconomie avec le marché des changes, mais c'est quoi juste le marché des changes? Comment ça marche le Forex? Oui, comme je disais, le Forex, c'est un marché, donc, le plus gros, si ce n'est le plus gros marché du monde. Et c'est un marché surtout qui se démocratise beaucoup, qui était jusque-là réservé à l'élite, aux grosses institutions, aux gros établissements financiers. Depuis quelques années, il se démocratise, et on a vraiment des intermédiaires sérieux qui se sont installés pour les particuliers et qui permettent
très facilement d'investir sur les devises, d'acheter de l'euro face à du dollar, d'acheter du yen face au dollar australien. Ça devient très facile, vous pouvez ouvrir votre compte en ligne, vous pouvez bénéficier surtout d'un effet de levier, parce que c'est ça la grosse caractéristique du Forex, c'est l'effet de levier qui vous permet d'investir beaucoup plus que ce que vous allez déposer sur votre compte. Ça marche comment, par exemple? Je peux investir combien et combien je peux gagner? Par exemple, vous pouvez très bien ouvrir un compte avec 5000 € et pouvoir investir jusqu'à 200, 300 fois plus chez certains brokers. Oui, mais d'un autre côté, je peux investir jusqu'à 200 ou 300 fois plus, mais j'ai 200 ou 300 fois plus de risque de perte. Oui, c'est le corollaire de... Tout à fait, c'est la cause d'échec la première des particuliers. C'est-à-dire que l'effet de levier mal utilisé, c'est un véritable danger, c'est une véritable arme destructrice pour votre capital. L'effet de levier, c'est très bien, car ça vous permet d'investir sur le marché d'échange, mais au contraire, ça peut impacter votre capital d'une façon très violente si vous ne le maîtrisez pas. Et ça, c'est vraiment notre métier tous les jours. Je dis souvent, moi, j'essaie pas de gagner de l'argent, j'essaie déjà d'en perdre le moins possible et de gérer les risques. Ensuite, la performance, elle vient avec la patience et la rigueur. Vous avez des outils, vous êtes tous les jours, enfin même pas tous les jours, d'ailleurs toutes les heures, toutes les minutes, ouais. 24 heures sur 24, vous disiez c'est l'un des seuls marchés qui est ouvert 24 heures sur 24. Vous, c'est quoi vos outils? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil, comme outil que vous utilisez pour un particulier? Alors moi, j'ai des outils bien spécifiques, mais avant d'en arriver là, si je devais donner un seul conseil à nos amis internautes qui nous suivent ce soir, ce serait tout d'abord: prenez votre temps. C'est pas un casino, le Forex, c'est sur une image qu'on veut dégager, qu'on fera plein de profits. C'est pas comme ça que ça se passe. Téléchargez tout d'abord un compte de démonstration. Vous en avez un petit peu sur tous les sites. Le site de notre partenaire, par exemple, de ce soir, vous permet de télécharger un compte de démonstration, vous permet de vous habituer aux outils, de vous habituer au fonctionnement par paire de ces devises, parce que c'est un petit peu troublant au départ. Et si j'avais un conseil à donner, c'est privilégier la gestion des risques, toujours savoir ce que l'on va perdre avant même de prendre position, c'est-à-dire toujours avoir un risque maximum, ne pas risquer tout son capital sur une seule position, ce serait complètement idiot, parce que vous ne pouvez pas avoir raison tout le temps. Les pertes font partie du trading, et je l'invite tous les jours. Vraiment, il faut être très prudent et surtout essayer de se former le plus possible. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, mais donc également, si on n'y connaît rien, donc on peut regarder sur ces sites, mais peut-être qu'on peut se former, peut-être qu'on peut avoir des conseils auprès de vous, auprès de personnes. Alors, il y a beaucoup de façons d'apprivoiser, je dirais, le Forex. Tout d'abord, allez sur les sites de votre intermédiaire. Normalement, votre intermédiaire financier, votre broker, par exemple Ascobid, a un site qui vous donne plein de fiches pédagogiques, très sympa, très bien faites, pour apprendre un petit peu les rudiments du Forex, apprendre à maîtriser votre plateforme de trading, parce que c'est aussi quelque chose qui est pas facile, et une erreur est vite arrivée. Et puis ensuite, vous pouvez tout à fait suivre des séminaires, des formations, évidemment, j'en tiens régulièrement, donc ça c'est tout à fait possible, mais surtout bien apprendre, bien prendre son temps, préparer son plan de trading, savoir ce que l'on va faire, pourquoi on le fait, quels sont nos objectifs, se définir des objectifs et ne pas rêver. Le Forex ne vous fera pas devenir un millionnaire en quelques heures, ça c'est une image qui est fausse, mais par contre le Forex est vraiment un marché idéal si vous cherchez un petit peu de dynamisme et un petit peu de décorrélation avec les actions. Donc moi je voudrais investir, j'y connais rien, je fais comment? Alors concrètement, vous contactez tout d'abord un broker, vous ouvrez votre compte chez ce broker, et ensuite ça peut être un broker où je suis j'ai mon compte titre alors ou non, pas du tout. Là pour le Forex est un marché de gré à gré, donc c'est un marché qui n'est pas régulé par une place centrale, donc vous devez passer par un intermédiaire spécialisé, ce qu'on appelle un broker. Donc Ascobid, le broker qui sponsorise cette soirée par exemple, vous permet d'accéder avec 2 plateformes différentes au marché du Forex. Vous pouvez quelques jours après avoir fait votre demande d'ouverture, investir directement sur Forex. Voilà, c'est très très simple, l'ouverture elle se fait quasiment en ligne. Vraiment, le Forex est démocratisé, c'est vraiment très simple d'y accéder. Donc je m'inscris, enfin j'ouvre un compte, et après je fais comment? Alors après, tout dépend de votre approche, mais... Bon, mettons, vous parliez tout à l'heure de 5000 €, c'est ça? C'est ça. Donc j'ai 5000 €. Et je vais investir
pas seulement sur une seule devise, je vais investir sur plusieurs devises, histoire de diversifier mes risques. Très souvent, on va privilégier les paires majeures, c'est-à-dire l'euro face au dollar américain, la livre sterling, le yen, le dollar australien. Toujours face à l'euro, face au dollar. Face au dollar entre elles. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu. Les devises sont codées par paire, donc vraiment, on joue toujours l'une par rapport à l'autre. Et puis ensuite, vous pouvez, par le biais de signaux, par le biais d'analyse, vous faire votre propre idée. Ensuite, vous pouvez investir à moyen terme, ce qui est quand même relativement compliqué sur le Forex parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a très peu de visibilité. Et souvent, on peut ensuite avoir des approches qui est la mienne, donc c'est pour ça que je vais en parler, mais c'est une approche systématique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des systèmes de trading automatisés qui vont prendre des positions sans réfléchir, qui ne vont pas reproduire des erreurs qu'un humain, lui, pourrait faire et qui sont souvent la cause des échecs sur le marché du Forex. Mais si par exemple j'achète une paire, je voudrais acheter du dollar contre euro, j'investis donc 2500 € et 2500 € dans dollars contre yen. Alors, donc voilà. Ça se passe pas tout à fait comme ça. Les paires de devises, elles se traitent par lot. On parle de lot, c'est-à-dire qu'on traite 100 000 unités. En fait, pourquoi? On parle souvent de la volatilité du Forex. C'est une idée fausse. Une devise en elle-même n'est pas très volatile. Ce qui rend volatile la performance, sur l'économie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qui est quand même de long terme. Et puis surtout, la variation entre 1,35 et 1,34 $, si vous achetez 1 euro ou 1 dollar, elle va être insignifiante, elle ne va pas impacter beaucoup votre portefeuille. Ce qui fait la volatilité de la performance, c'est bien sûr le nombre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter 100 000 $, 100 000 €. On dirait que vous avez acheté un lot de 100 000 unités d'euro-dollar. Et c'est cet effet de levier, c'est grâce à cet effet de levier, parce qu'avec vos 5 000 €, vous allez pouvoir vous payer 100 000 ou 200 000 €-dollars. Ça va vous permettre de démultiplier votre performance et la performance de la devise. Donc c'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur le marché, c'est en achetant et en vendant des devises avec un effet de levier. Toutefois, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il y a un risque. Le risque, c'est quoi le risque ? Et ça c'est vraiment la base du Forex, c'est de gérer le risque. Pourquoi? Parce que il faut limiter vos pertes au maximum. Pourquoi? Parce que vous avez un impact émotionnel qui est très fort quand vous tradez directement sur les marchés. Et par exemple, si il faut gérer son stress aussi, voilà, il faut être un peu... Voilà, c'est très difficile de gérer. La gestion des émotions est une discipline très compliquée en matière de trading, qui a fait l'objet de nombreux ouvrages et qui fait encore l'objet de nombreuses études. Mais on voit bien que les traders sont soumis à une forte pression. La prise de décision n'est pas facile. On a, nous, à l'intérieur, humainement, des biais qui vont nous faire faire des erreurs. Et donc ça, c'est vraiment difficile de le gérer. Donc, ce qu'il faut éviter au maximum, c'est d'impacter son compte de façon importante. Il faut gérer sur chaque position son risque pour ne pas perdre trop d'un coup. Pourquoi? Parce que si vous perdez, par exemple sur vos 5 000 €, 2 000 € d'un coup, vous allez être tenté de vous refaire, un petit peu comme au casino. Vous allez être tenté de vous refaire, de réinvestir et de reprendre de l'effet de levier encore plus. Et c'est souvent la première cause de perte pour les particuliers sur le Forex. Faire quoi si on a perdu 2 000 €? Peut-être déjà s'arrêter et peut-être réfléchir peut-être à sa stratégie, réfléchir à peut-être comment se faire aider et comment aborder le marché d'échange avec le moins de stress possible. Il faut déjà s'auto-évaluer, c'est ce que je vous disais, faire un plan de trading, noter ses points forts, ses points faibles, et puis un petit peu savoir s'évaluer. Moi, par exemple, j'utilise des systèmes automatisés. Il n'y a pas de biais humain. Voilà, le biais humain est supprimé. C'est une autre discipline, c'est pas un robot qui gagne de l'argent par magie comme ça, c'est pas du tout l'objet. C'est que vraiment, avec un système automatisé, on va éliminer, comme vous disiez, les émotions, mais aussi on va faire confiance à ce robot et on va s'appliquer à lui faire confiance. C'est-à-dire que la vraie discipline du trading automatique, c'est de laisser le robot faire. J'ai envie de dire, le plus dur dans le trading automatique, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire se dire, le robot, lui, la stratégie, elle est étudiée, je sais que ça marche, je sais que ça a marché, je sais que ça va marcher, et il faut être patient et rigoureux. Le robot gère les risques, il ne prend pas des positions farfelues comme moi je l'aurais peut-être fait si j'avais traité moi-même, et je lui fais confiance et je laisse faire ce robot sur la durée qu'il faut pour avoir de la performance. Mais c'est vous qui décidez au départ de la stratégie, bien en sûr. Fonction de l'analyse macroéconomique, en fonction de vos anticipations. Là, c'est vraiment une approche systématique, c'est-à-dire qu'on oublie le côté macroéconomie et on va vraiment agir sur des facteurs techniques purs
et dur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la stratégie, elle est développée avec des signaux techniques graphiques et va prendre des positions chaque jour, chaque semaine, chaque mois, selon le type de stratégie, sans se poser de questions, et ensuite va nous amener à avoir un petit peu de performance, en tout cas on l'espère. Donc on parlait tout à l'heure du risque. C'est quoi le risque maximum quand on est un particulier qu'on veut investir sur le Forex? Est-ce que par exemple si moi j'investis 5 000 euros, je peux perdre beaucoup plus que 5 000 euros? Alors, il y a deux choses. Tout d'abord, sur le Forex, il faut investir une partie de votre capital qui ne vous est pas vitale et qui n'impactera pas vos conditions de vie. Par exemple, pas quelque chose dont j'ai besoin pour acheter mon prochain appartement. Typiquement, c'est pas une assurance vie, hein, ça c'est très clair. Maintenant, pour gérer ces risques, vous avez plusieurs solutions de calcul de taille de position, etc., qui vous permettent de gérer vos risques, mais sachez que vous n'allez pas perdre plus que votre capital. Pourquoi? Parce que, normalement, chez un bon broker, vos positions seront coupées pour vous éviter d'avoir une perte excessive sur votre compte. Donc, bon, vous pouvez perdre votre capital effectivement, mais en général, le broker, alors c'est bien sûr demander à votre broker avant d'ouvrir un compte, mais en général, à un seuil de marge, il coupe toutes vos positions pour vous éviter une perte trop forte. Et c'est quoi un bon broker? Un broker sérieux dans lequel moi je peux faire confiance si j'ai envie d'investir sur le Forex? Des brokers sérieux, il y en a plein, ça c'est pas un problème. Quels sont les critères de sélection Alors, à voir? Critères de sélection, j'en verrai trois principaux. C'est la régulation, que le broker soit régulé. Ensuite, que le broker, j'ai envie de dire, il ait un service qui soit clair, c'est-à-dire un site clair, avec des informations précises qui vous aident un petit peu dans vos premiers pas. Et le troisième point, c'est le support technique accessible rapidement et de préférence en français quand vous parlez le français. Voilà, aussi peut-être un compte en euros ou voilà, il faudrait avoir le compte en euros, c'est l'idéal. Et puis voir un petit peu la banque dépositaire de ce broker, c'est aussi une façon de voir son sérieux. Si cette banque est positionnée, enfin, est basée dans un pays offshore, est-ce que c'est pas plus risqué qu'une banque un peu plus reconnue et qui est basée... Tout à fait, c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Toutefois, le mieux c'est toujours d'avoir quand même un contact avec le support et avoir un intermédiaire, un interlocuteur et de pouvoir parler avec lui et de voir son niveau de compétence tout simplement. Donc là on a parlé d'un petit peu comment faire pour investir. Donc moi j'ai mis 5 000 euros, j'investis dans quoi en 2011? Quelles sont les devises sur lesquelles il faut miser en 2011? Alors c'est une vous qui êtes un trader compétent et vous allez nous livrer un petit peu vos secrets sur ce marché. C'est une très bonne question et des secrets je n'en ai pas tellement finalement, c'est surtout un peu de travail et beaucoup d'analyse. Alors, si je devais donner une analyse pour les internautes ce soir, ce serait peut-être sur l'euro-dollar, qui est la paire de devises majeure qui est traitée, c'est la plus traitée sur le marché d'échange. Moi, j'ai une vision un petit peu contrarienne des choses. On en a parlé un petit peu avant cette interview, mais je pense que l'euro, aujourd'hui, a vraiment déjà un flux de mauvaises nouvelles. Donc, il a certes baissé face au dollar, mais je pense qu'une bonne partie des mauvaises nouvelles est déjà intégrée. Alors j'ai plusieurs, bien sûr, signaux qui viennent un petit peu étayer ma thèse. Principalement, l'analyse des contrats de futur sur les devises. Alors je vais rentrer un petit peu en technique, mais je vais essayer de faire simple. Grosso modo, on a deux types de traders sur le marché des futures devises. On a les commerciaux et les non commerciaux. On a des traders qui vont agir pour des grosses institutions, qui vont se couvrir du risque. C'est un marché à terme. Voilà, sur les devises. Voilà, tout à fait. Donc, ils vont se couvrir du risque pour des grosses institutions. Et on a la deuxième partie des traders qui va plutôt être spéculative et qui vont chercher du profit immédiat. Et c'est la contrepartie qui elle, va prendre ses risques. Les fameux méchants spéculateurs que l'on a souvent traînés un petit peu dans la boue, il faut bien qu'ils existent, parce que sinon le marché... on peut pas se couvrir. Alors, bien sûr, tout est relatif, mais il en faut. Alors, quand on analyse un petit peu le relevé hebdomadaire du marché de Chicago, qui résume un petit peu tous ces... Voilà, sur le marché futur Forex, on voit que beaucoup de gens se sont positionnés pour se couvrir d'une hausse future de l'euro. Donc ça, c'est les gentils, si on peut dire. Oui, c'est les traders, voilà. C'est un petit peu les traders commerciaux, on a envie de dire. Au niveau actuel, ils estiment qu'ils doivent plutôt se couvrir
d'une hausse plutôt que d'une baisse. Ils sont plus positionnés en couverture d'une hausse. De l'autre côté, les méchants spéculateurs, eux, sont déjà massivement positionnés à la vente. C'est nous les méchants spéculateurs. C'est un peu nous, mais avec beaucoup plus de moyens. Voilà. Quand même. Donc, ils sont déjà massivement positionnés à la vente. Donc, ce qui me fait penser, moi, que l'euro pourrait avoir atteint à un moment donné un plancher. Alors, le timing n'est pas évident, mais à quelques semaines, je pense qu'on ne devrait pas aller beaucoup, beaucoup plus bas. Tout est relatif, bien sûr, sauf événements majeurs. On en parlait tout à l'heure. Des événements qui semblaient improbables jusqu'à maintenant, comme le Portugal, par exemple, le deviennent. Ouais. Donc, effectivement, en cas de faillite d'un État, il est tout à fait possible que l'euro continue de baisser. Mais ce que je veux vous dire, c'est on essaie de prendre les mesures et on essaie de prendre les analyses les plus probables, en estimant que les conditions restent ce qu'elles sont. On peut estimer que l'euro pourrait avoir un rebond dans les prochaines semaines. Mais moi je comprends pas bien, vous avez ces méchants spéculateurs qui sont tous contre l'euro puisqu'ils en vendent, hein, c'est ça. Alors pour être la contrepartie de ceux qui en achètent, pourquoi nous, enfin vous et moi, on va investir sur l'euro? Alors, c'est quoi justement la raison? C'est un petit peu comme si vous preniez... contrarien ou d'être... Non, c'est pas uniquement d'être contrarien, c'est uniquement de dire quand tout le monde a déjà vendu et qu'il y a de moins en moins de monde pour acheter. Au bout d'un moment, les gens vont finir par acheter. Tout simplement, il y a un moment donné où on est un petit peu au bout de la route et il faut faire demi-tour. Et donc, sauf, comme je vous le disais, événement majeur, faillite, vraiment événement important, je pense qu'on pourrait être arrivé sur des supports importants pour l'euro et que peut-être on pourrait avoir un rebond. Et les autres devises, je ne sais pas, le yen, la livre sterling, est-ce qu'on peut attendre quelque chose sur ces autres devises si on a envie de jouer autre chose que l'euro? Alors, pour jouer le dollar, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas le jouer, mais peut-être contre yen, peut-être contre le livre sterling. Après, vous dites le dollar, il ne faut pas le jouer. Tout dépend de votre horizon d'investissement. C'est comme toujours. Si vous investissez... Enfin, j'avais compris, moi, pour 2011. Oui, pour 2011, à horizon quelques mois, c'est vrai. Voilà. Mais tout le monde... Enfin, il y a beaucoup d'horizons d'investissement différents. Moi, par exemple, je peux traiter juste à quelques heures. Donc, je vais chercher vraiment des mouvements qui ne sont pas significatifs par la macroéconomie, qui sont vraiment des mouvements techniques. Si vous cherchez à investir sur plusieurs semaines, plusieurs mois, là, effectivement, il faut commencer à avoir une analyse. Maintenant, donc peut-être que dans certains cas... Pas de robot pour un investissement un peu plus long. Si, on a également des systèmes qui peuvent tout à fait traiter ce qu'on appelle le swing trading, c'est-à-dire du trading sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Maintenant, concernant les autres devises, c'est un petit peu la même situation, on a toujours un risque d'événement majeur qui est potentiel, mais par exemple la livre sterling, l'Angleterre est sans doute le pays qui a pris le plus à bras le corps, comme ils savent bien le faire, l'ampleur du problème de la dette. David Cameron et son gouvernement ont eu le courage de mener des mesures vraiment sévères et vraiment dures pour l'Angleterre. Est-ce que ça va payer? On verra bien, mais en tout cas, ils ont rassuré parce qu'ils ont pris la mesure du problème. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant dans beaucoup d'autres pays. Quand on voit la difficulté qu'on a à faire passer une mesure, voilà. Donc, ensuite, le yen. Alors, le yen, c'est fortement renforcé. Apprécié, c'est fortement apprécié, oui, durant les derniers mois, face au dollar. Donc, là aussi, on a pas mal de devises qui sont menées par les taux d'intérêt. Vous parliez du dollar australien, typiquement, un dollar australien avec un taux qui est actuellement à 4,75, il me semble, est mené par ce taux. Par hasard, voilà, les gens investissent. Les gens investissent pourquoi? Parce qu'ils empruntent à bas prix dans les autres pays et peuvent investir en dollars australiens pour gagner un peu plus. Donc là, déjà, en plus, l'Australie, du fait des exploitations minières, de ses ressources naturelles, et sur un marché porteur, sa proximité avec les pays d'Asie est forcément un avantage par rapport à d'autres pays. Elle a un marché très porteur, un marché à côté, proche qui est très porteur. En revanche, il y a des inondations. Est-ce que ça a un effet, ce genre de... Dans le Queensland, est-ce que ça peut avoir un effet sur le marché, sur le dollar australien? Parce qu'on voit que ça peut avoir un effet sur les cours du blé et mondiaux. Alors, sur le marché d'échange, ça n'a pas d'impact direct, mais forcément, l'impact sur les matières premières se répercutera à un moment donné forcément sur les devises de certains pays qui exportent ou qui importent, voilà, parce que ça va s'impacter sur l'économie, sur la hausse des prix, sur l'inflation, et la boucle est bouclée, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà. Donc à terme, effectivement, on peut s'attendre à ce que ça impacte dans certaines mesures. Tout à fait. Donc là, je vais acheter de l'euro, si j'ai bien compris. Moi, je serais plutôt positionné à l'achat, effectivement.
Alors, vos recommandations, donc il y a peu de visibilité, donc on achète de l'euro. Alors, vous parliez tout à l'heure des horizons d'investissement. Quels sont les horizons? C'est en fonction de quel type de psychologie de l'investisseur? Vous, par exemple, vous êtes un professionnel, donc vous êtes forcément investi, vous tradez. Donc, c'est normal, à quelques heures, voire quelques minutes, quelques secondes. Mais pour un investisseur particulier, quel peut être l'horizon d'investissement? Est-ce qu'on peut, je veux dire, dresser un portrait type de... Il n'y a pas un portrait type d'investisseur particulier, mais si on estime que le trader particulier ne va pas avoir que ça à faire, et que donc il va a priori avoir un travail à côté, il va déjà falloir qu'il adapte sa façon de traiter le marché à son emploi du temps. Il va aussi falloir qu'il adapte sa stratégie à, disons, sa condition psychologique, j'ai envie de dire, à la façon dont il accepte le risque. Il y a des gens qui acceptent de prendre des risques. Il y a des gens qui sont prêts. Moi, j'ai des clients, j'ai des investisseurs chez moi, que ça ne dérange pas de prendre beaucoup de risques du moment qu'ils ont une espérance de gain très forte. D'autres, par exemple, sont beaucoup plus conservateurs et vont vouloir gérer leur risque au plus juste, même quitte à perdre un peu de rendement. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut, et c'est vraiment le premier travail à faire, et c'est un de vos conseils que je donne à tous ceux qui nous regardent ce soir, c'est vraiment de préparer son activité de trading. Ils peuvent me contacter, on peut toujours en discuter, on peut toujours en parler, des choses qui sont très bien faites maintenant. Moi je forme lors de mes séminaires à faire son trading plan. C'est quoi un trading plan? Un trading plan, c'est tout simplement un petit document, ça va être votre Bible, tout simplement votre Bible du trader. Vous allez tout simplement écrire pourquoi vous faites du trading, comment vous voulez faire du trading, quelles sont vos contraintes, quels sont vos points forts, vos points faibles, comment vous comptez faire, quels sont vos objectifs, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre. Et le fait de mettre ça noir sur blanc dans un petit document que vous pouvez ressortir de temps en temps et vous souvenir, tiens, pourquoi, si ça correspond, pourquoi j'ai commencé le trading et pourquoi je fais ça, là, ça vous apporte vraiment un enseignement sur vous-même et vous permet d'être meilleur à chaque fois. Est-ce qu'il faut faire justement des bilans de son investissement très... Oui. C'est important. Le monitoring, alors, il ne faut pas tomber dans l'extrême. Oui, parce qu'après, toutes les heures, ça peut peut-être angoisser un peu. Il y a aussi des gens qui, tous les jours... solides, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, je veux dire de tous les particuliers. Il y a c'est vraiment une discipline à avoir, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir être capable de traiter tous les jours le marché, mais sans prendre en compte les résultats de la journée. Il faut être capable de prendre du recul sur la performance, être capable d'apprécier une performance sur plusieurs mois. Maintenant, il est important de monitorer sa performance et d'évaluer sa performance régulièrement, mais surtout pas chaque jour, parce que sinon vous allez devenir complètement accro à votre écran et à votre ordinateur, et c'est le piège de la plupart des particuliers tombent, c'est-à-dire qu'ils deviennent accros à leur plateforme de trading, ils ne lâchent plus, ils coupent leur position quand ils auraient dû la laisser tourner, et ils en prennent alors qu'ils n'auraient pas dû en prendre, leur signal n'était pas là, bref, c'est la panique, et là on est toujours dans l'impact psychologique, donc vraiment la première chose à faire, c'est essayer de limiter cet impact psychologique. Et est-ce qu'il faut se donner des objectifs, comme on peut se donner en bourse, par exemple, je sais pas, un dollar à temps, à un horizon de 2 mois ou, on peut tout à fait. Si on joue par exemple la parité dollar-euro, comment ça se passe? Comment faites-vous Est-ce que vous avez ce genre d'objectifs dans votre petit plan? Vous n'avez pas un petit plan, vous avez un grand plan. Non, j'ai un plan, mais que je lis de moins en moins quand même, parce que ça fait un petit moment que je l'ai écrit. Mais j'ai vraiment plusieurs phases d'investissement, c'est-à-dire qu'en plus du fait de mon activité, j'écris des analyses régulièrement, quasiment tous les jours pour des clients, donc forcément je baigne un petit peu dedans. Maintenant, moi, je traite, comme je vous disais, à la journée, je traite à la semaine, je traite au mois, et j'ai des positions au long terme. Alors, ça me permet d'avoir un petit peu un équilibre entre toutes ces stratégies et de pouvoir espérer un petit peu de rendement. Maintenant, effectivement, j'essaie de produire des analyses pour aider justement les particuliers qui lisent mes articles, qui lisent mes newsletters, qui vont sur mon blog. Et typiquement sur l'euro-dollar, comme je vous le disais, voilà, j'ai un objectif en me disant, je pense qu'il y a un support aux alentours d'un 27 pour un retour sur un 37,50 dans les quelques mois qui viennent. Maintenant, c'est pas mal, entre un 27 et un 37. Oui, si on arrive à prendre ce mouvement, c'est très bien. Maintenant, c'est pas de la science exacte, et c'est pour ça que la protection du capital et la gestion des risques, elle est primordiale.
pas facile d'investir sur le C'est forex. passionnant, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut surtout pas l'aborder comme un vulgaire jeu de casino où on va aller gagner un petit peu d'argent parce qu'on a un effet de levier et qu'on nous fait croire que ça va être facile. Vraiment, il faut s'atteler à la formation, s'atteler à l'échelon des risques et s'atteler à préparer son activité. Donc c'est du travail. C'est du D'investir travail. sur le forex. C'est un petit peu du travail, surtout en amont, j'ai envie de dire, parce qu'après, quand on a défini sa stratégie, une nouvelle fois, moi, avec mes robots, quelque part, je pourrais ne pas travailler du tout, puisqu'ils s'occupent pour moi de prendre position. Maintenant, ça s'est pas fait tout seul, et je suis obligé d'évaluer la performance régulièrement, et j'ai aussi de nombreuses autres activités qui m'occupent. Voilà. J'imagine, et pour un particulier, par exemple, parmi vos clients, quels peuvent être les rendements espérés quand on se débrouille bien, quand on sent bien le marché du forex? Très difficile de parler de rendement, parce qu'il y a un petit peu tout qui est dit. Vous en parliez tout à l'heure du rendement. Oui, en fait le rendement doit dépendre. Ça se calcule comment le rendement sur le forex? Le rendement il se calcule tout simplement, c'est ce que vous allez avoir sur votre compte. C'est-à-dire que c'est le rendement des paires et de devises. C'est la plus-value. Voilà, vous allez vraiment voir vous à la fin de l'année votre plus-value sur votre compte. Maintenant ce rendement, il doit être mis en adéquation avec le risque que vous prenez. C'est-à-dire que selon le risque que vous prenez sur chacune de vos positions, votre rendement à attendre, il doit être proportionnel. Si vous prenez peu de risques, votre rendement il sera faible ou moyen, disons. Mais si ça correspond à votre profil, tant mieux. Maintenant, si vous voulez faire 50, 60, 100 ou 200%, ce qui est tout à fait faisable sur le forex, je dis pas que Donc là, ça fait un peu rêver quand même. Ça fait un peu rêver, voilà, mais c'est ce qu'on vend souvent. Mais c'est ce que je dis souvent en conférence ou en séminaire. J'ai un système qui peut vous faire 200% par an, si vous voulez. On a des stratégies qui sont potentiellement, bien sûr, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir, mais qui peuvent faire 200% par an. Mais est-ce que vous êtes prêt à perdre 10% de votre capital sur chacune de vos positions? C'est la question que vous devez vous poser. Avant d'espérer avoir 200%, c'est vous poser la question, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Vraiment, je crois que c'est important d'avoir cette notion-là, de se dire, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? De traiter le problème des pertes, et le problème de la gestion du capital, de la protection du capital, avant même de savoir ce que l'on veut gagner et combien on va gagner. Acquérir une discipline, c'est déjà un grand pas vers les gains futurs sur un marché comme le forex. Donc on peut dire que pour quelqu'un, une stratégie risquée, c'est 100% peut-être, mais à condition d'être prêt à perdre 10% de son capital. À condition d'accepter la pression que met la perte d'un capital qui peut être très rapide. Voire 100%. Ah oui, voire la totalité de son capital si vraiment on enchaîne les convenus. Et quand on est un particulier, on est peut-être un petit peu prudent, un petit peu plus prudent que ça. C'est quoi une stratégie prudente? Ça peut être, je sais pas moi, un gain de 50% pour peut-être pas 5% de perte de son capital. C'est quoi en général, je recommande une prise de risque par position, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez prendre une position sur le marché. Vous voulez dire sur une devise à chaque fois? Oui, à chaque fois que vous allez acheter ou vendre une paire de devises, vous devez placer votre stop loss, c'est-à-dire le stop de protection de votre position, afin de ne pas perdre plus de 1 ou 2% de votre capital. C'est-à-dire que pour un capital de 10 000 euros, il ne faut pas que votre perte elle excède 200 euros sur chacune des positions. Au-delà, vous passez vraiment dans un profil dynamique et un peu risqué, et un enchaînement de mauvaises positions peut rapidement, comme j'en ai connu, et comme on en connaît tous, peut rapidement vous faire connaître ce qu'on appelle un drawdown, qui est difficile à surmonter. Un drawdown, c'est tout simplement la perte totale d'une série de mauvaises positions qui peut impacter jusqu'à 15, 20, 25% de votre capital. Et si on perd 1 à 2% du capital, on fait quoi dans ce cas-là? Si vous avez prévu un scénario, vous prenez position, vous avez un point d'entrée, votre stop loss, votre objectif. Vous avez décrit le scénario, vous l'avez analysé, vous pensez que ce scénario va se dérouler. Si votre stop loss est atteint, vous perdez 2%, c'est tout simplement parce que votre scénario n'aura pas été validé. Voilà. C'est pas grave. Vous perdez 2%, c'est pas grave. Si vous gagnez 4, 6% sur les prochains trades, c'est pas très grave. Des pertes, vous en aurez toujours. Voilà, il faut accepter de perdre. Il faut accepter la perte, c'est vraiment le biais humain. De se tromper, voilà. de se tromper. Il y a beaucoup de gens qui ne coupent pas leur position également. Je suis sûr qu'il y a des internautes qui nous regardent ce soir qui savent de quoi je parle. Ouvertes, qui ont des positions ouvertes et perdantes et qui ne veulent pas les couper parce qu'ils s'estiment que tant qu'ils n'ont pas coupé, c'est pas perdu. Malheureusement, si, quand on a un scénario, il faut avoir un seuil d'invalidation pour pouvoir passer à autre chose. C'est un peu ça que je vous posais comme question tout à l'heure, un peu cet objectif, donc c'est ce seuil. Et dans ce cas-là, on arrête la position, on change de scénario, on réécrit son petit on repart sur notre analyse et et on repart sur un autre trade.
sur un autre trade. Donc par exemple, si on a misé sur l'euro comme nous, on va essayer de le faire en 2011. On s'est trompé, on s'aperçoit au bout de quelques mois qu'on s'est trompé et on révise son scénario et on avisera sur le dollar par exemple. Voilà, tout à fait. Si, effectivement, comme je vous dis, un événement majeur survenait, survient en Europe et qu'on cassait, je vous donne un support, 1,25-20. Voilà, c'est quelque chose que je vous donne ce soir. 1,25-20, c'est un support que je surveille de très près sur l'euro. Et si il devait être franchi à la baisse, ça voudrait dire que la baisse de l'euro pourrait s'accentuer très fortement. Maintenant, tant que ce seuil n'est pas atteint, moi je suis plutôt haussier. C'est ça une analyse. C'est pas essayer d'avoir raison, parce que la plupart des gens essaient d'avoir raison sur les marchés pour se prouver qu'ils ont raison, mais ça ne rapporte pas d'argent. Ce qui rapporte de l'argent, c'est de savoir couper ses pertes avant qu'elles soient trop importantes et savoir prendre les biais gagnants et les tendances gagnantes. C'est comme ça qu'on gagne un peu d'argent sur le marché des changes. Et vous pensez que par rapport au marché boursier, on n'a pas fait grand-chose en 2010, il faut quand même malheureusement, sauf et je si pense que ça va durer. Et peut-être ça va durer effectivement, sauf si on a misé sur les bons chevaux, parce qu'effectivement il y a eu des très belles performances aussi, mais aussi des pertes forcément. Est-ce que vous pensez que sur le Forex, on peut gagner beaucoup plus que sur le marché Je pense en tout cas qu'il y a plus d'opportunités et que surtout, le Forex, vous êtes confronté à des pays. Vous jouez des pays les uns contre les autres, en quelque sorte. Une société, une action, quelque part vous ne savez jamais réellement qui est à la tête, en tout cas dans le détail. Vous avez toujours un risque humain dans une société ou dans une entreprise qui forcément peut impacter l'action. Typiquement, regardez Renault, l'exemple de Renault, l'espionnage industriel, ça aurait pu avoir un impact sur l'action assez fort. Regardez les valeurs bancaires, voilà. Donc, hormis être un roi du stock picking qui est très à la mode en ce moment sur les marchés boursiers, je pense vraiment que... pas toujours d'ailleurs, en ce moment, et ça ne sera plus demain. Et donc, je pense vraiment que le Forex est une vraie alternative. Je ne dis pas qu'il doit remplacer, mais une vraie alternative pour les particuliers maintenant, pour essayer de diversifier leur investissement. Donc on peut avoir un peu d'immobilier, un peu d'actions, un peu de forex, un peu d'assurance vie. Exactement. Non, mais je pense qu'aujourd'hui c'est important d'avoir toute une diversification et si je peux aussi l'ajouter, peut-être un peu d'or dans ses poches. Je pense que c'est aussi à privilégier. Valeur refuge, voilà, par excellence. Valeur refuge par excellence, et qui aujourd'hui est encore sur des sommets, mais qui a un potentiel illimité. Puisqu'aujourd'hui on est à l'aube d'événements que l'on n'a jamais vus. C'est-à-dire qu'on a assisté à des événements. La faillite de Lehman Brothers était quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé il y a 10 ans. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les 2-3 ans qui viennent. Et donc l'or, par ricochet, et j'ai envie de dire soutenu par une Chine qui cherche elle aussi à un peu lâcher du dollar et se diversifier, l'or reste également, je pense, un placement très intéressant. Et vous investissez, vous, sur le marché des matières premières Alors, pas directement les matières premières. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur le marché des changes. Parce que c'est un côté en or, en dollars, je veux dire. Oui, mais je suis spécialisé sur le forex, donc moi, à titre professionnel, je n'investis pas sur les matières premières, mais c'est vrai que l'or, c'est quand même quelque chose qui... Et le pétrole, peut-être, non, aussi? Le pétrole, c'est un marché qui est aussi très chaotique, qui est très politisé, et donc qui, à mon avis, très complexe à suivre, il faut vraiment se donner la peine. Parce que tout à l'heure, vous parliez de la volatilité. Bon, certes, il faut investir sur le Forex, mais la volatilité est très grande. Donc, comment rentrer? Parce qu'il y a tout ce problème toujours de momentum. C'est toujours effectivement, on se donne une stratégie. Mais est-ce que c'est maintenant, là, dans 5 minutes, puisque c'est ouvert 24 heures sur 24, toute cette nuit? Ou bien est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans une semaine? Comment savoir là, quand il faut rentrer, quand il faut acheter, quand il faut vendre? Là également, typiquement, un biais des particuliers qui se lancent, qui voudraient rentrer au plus bas, acheter au plus bas et vendre au plus haut. Bien sûr, je ne sais plus quel homme célèbre l'a dit, ça vous arrive qu'une seule fois dans votre vie. Donc si vous laissez, et encore si vous avez de la chance. Donc si vous essayez de faire ça, vous avez toutes les chances de vous planter. Donc moi ce que je fais, c'est que souvent je rentre plutôt sur le franchissement de seuil de résistance ou de seuil. Donc vous parliez tout à l'heure des 1,25 par exemple. Voilà, si je dépasse les 1,25, je vendrai. Vous vendez de l'euro. Voilà, exactement. D'accord. Donc il faut donner des seuils. Des seuils où vraiment on sent que les forces en présence sont prêtes à lâcher l'une par rapport à l'autre. Les acheteurs et les vendeurs sont à la lutte et essayer de profiter de la petite tendance qui pourrait s'en dégager. Bon, merci pour tous ces Jérôme Révillé, donc qui est gérant d'Eole Trading. Donc on va peut-être passer, parce qu'on a eu quelques questions d'internautes qui s'intéressent de très près au Forex. Allons-y.
Donc, enfin, c'est une question peut-être qui revient assez souvent et qui va être, je dirais, assez partagée par tous les gens qui nous regardent. Comment fait-on pour choisir son broker? Parce que c'est quand même pas évident. On a parlé tout à l'heure de la stratégie. Donc, le broker est quand même un des éléments clés, un des piliers de cette stratégie. Le choix du broker, c'est peut-être le choix le plus important qu'un particulier doit faire quand il veut se lancer sur le Forex. On l'a dit tout à l'heure, la régulation, le service technique, le support en français, ça c'est très important. Et surtout, voir un petit peu que votre broker s'adapte à ce que vous voulez faire. Oui, parce que ça dépend un peu de la stratégie, oui, tout à fait. l'horizon d'investissement. Typiquement, pour parler d'un des parrains de cette soirée, Ascobid vous met à disposition une plateforme qui s'appelle MetaTrader, que j'utilise moi tous les jours, qui vous permet justement, même à un particulier, de traiter avec des systèmes automatisés. Ascobid, ils sont régulés dans leur pays, et donc ils ont une licence européenne, ils suivent des normes, le MiFID. Donc vous appelez, vous aurez un support en français, vous parlerez à Michel, qui est le responsable du support français, et là vraiment, vous discutez un petit peu avec eux, et vous allez voir que, a priori quand même, ils savent à peu près ce qu'ils font, et vous pouvez vous sentir un peu rassuré. Voilà. Donc, pour rebondir sur cette question, parce que justement, l'autre question concernait ces fameux robots, ces systèmes de trading, comment on fait pour les utiliser? Parce que là, on est sur le marché du Forex spot, donc on achète vraiment et on vend vraiment des devises, même s'il y a cet effet de levier. Oui. Donc, on utilise ce fameux robot. Donc, c'est quoi ce robot? Comment ça marche? Tout d'abord, il y a beaucoup de littérature sur les robots et un petit peu de fantasmes, j'ai envie de dire. C'est trading automatique aussi. Voilà, le trading automatisé. Il faut un petit peu désacraliser tout ça. On ne parle pas de trading haute fréquence, comme on a entendu parler un petit peu partout, c'était la cause du crash, etc. Voilà, etc. Ça, ouais. On n'en est pas là. Là, on parle juste d'automatiser vraiment les actions de prise de position, etc. Donc, on définit une stratégie, on la code, et grâce à la plateforme, en l'occurrence MetaTrader, on peut appliquer ces stratégies automatiquement. Et ça, c'est vraiment quelque chose où vous gagnez parce que, vous n'avez pas à être devant votre plateforme. Si vous faites confiance à votre robot, il va le faire pour vous. 2, il peut gérer vos risques pour vous, ça c'est très important. Et 3, il va appliquer la stratégie à la lettre et couper vos positions en perte à la lettre, sans se poser la question de savoir si, est-ce que j'aurais pas gardé, est-ce que je ne vais pas me refaire. Donc un robot, c'est vraiment ça, la vraie plus-value d'un robot n'est pas la formule magique qui est à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de formule magique. À la base, c'est une stratégie que moi, aura développée. Mais la vraie plus-value d'un robot, c'est cette absence d'émotivité, c'est cette approche systématique et rigoureuse et qui lui permet, qui vous permet en tout cas, de pouvoir appliquer une stratégie vraiment à la lettre, ce qui est très difficile de faire humainement, seul devant sa plateforme. Puis on l'a vu tout à l'heure, quand on est un particulier, on ne fait pas que ça toute la journée. Voilà. On a quand même, en général un travail, on ne passe pas toute sa journée sur les marchés financiers, sur le marché du Forex. Donc ça permet aussi de faire autre chose pendant ce temps-là. Mais vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas non plus oublier que le robot, la position est ouverte et qu'il ne faut pas le laisser tout seul non plus. Il faut aussi surveiller. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Il faut bien sûr être vigilant, mais en théorie, quand vous avez un robot qui est installé, un expert advisor, comme on dit sur MetaTrader, un expert advisor qui est installé sur votre plateforme, vous pouvez tout à fait, s'il a été codé correctement, ou en tout cas si c'est quelque chose de sérieux, vous pouvez tout à fait le laisser tourner seul et ne revenir que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard. Alors bien évidemment, il y a le côté technique après, je vous recommande quand même de jeter un petit coup d'œil sur votre compte de temps en temps, mais dans l'absolu, vous pourriez laisser la totalité de votre compte traité par un système. Et là, par exemple, si on atteint les 1 ou 2% de perte, tout de suite, il s'arrêtera. Selon le code que vous allez utiliser, mais un robot est tout à fait capable de gérer les risques pour vous et de gérer ce money management, comme on dit, à votre place. Donc, je suppose que c'est la question que se posent les internautes. Donc, on a ouvert son compte chez ce fameux broker, et là, on demande à avoir un robot ou comment on fait ? Alors, il y a des centaines de robots disponibles. Alors, je suis un petit peu mal placé parce que oui, bien sûr, c'est notre métier chez All Trading, mais je ne vais pas vendre mes robots, c'est pas ça, mais surtout faites attention. Il y a beaucoup de choses qui sont annoncées, beaucoup de publicités qui sont faites sur des robots un petit peu tape à l'œil et qui ne sont pas fondées sur des stratégies existantes. Nous, chez All Trading, on a pris le problème à l'envers. J'ai la chance de collaborer avec des gens du milieu financier qui avaient des stratégies. Quand on a commencé, il y avait
pas de trading automatique ou très peu, surtout pas pour les particuliers. Et donc on a automatisé des stratégies manuelles. Donc c'est-à-dire que c'est des stratégies qui existaient, qui marchaient et que les gens traitaient manuellement. On a juste voulu simplifier ça en l'automatisant. Ensuite, grâce à cette automatisation de stratégie, on a pu les optimiser parce qu'après, vous avez un potentiel qui est décuplé. Quand vous n'avez plus à être devant votre ordinateur 24/24, vous pouvez couper des positions en plein marché asiatique, vous pouvez faire un petit peu, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc du coup, forcément, ça donne à nos systèmes, qui étaient des stratégies qui fonctionnaient déjà, ça donne à nos systèmes vraiment un potentiel intéressant. Mais une nouvelle fois, et là je suis sans doute un très mauvais vendeur, mais ce n'est pas un robot magique. C'est-à-dire que le robot, lui, est capable de vous faire gagner de l'argent. Mais il faudra que vous soyez patient, rigoureux et que vous le suiviez à la lettre. Voilà, c'est après une discipline vraiment du trader automatique en l'occurrence, qui doit respecter sur le long terme son approche. Donc il y a quand même du travail. On a beau faire travailler le robot, on est obligé de suivre. Ouais, non, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le plus dur quand on utilise un robot, c'est presque de ne rien faire, parce qu'on est toujours tenté d'intervenir, on est toujours tenté de modifier des choses qui finalement se retournent très souvent contre nous. Difficile de rester, de faire confiance à la machine. Ce qui est vraiment bien, c'est que ça s'ouvre aux particuliers, et ça c'est vraiment bien parce que ça permet d'avoir des opportunités pour les particuliers. En plus là, vraiment, avec Ascobid, on a vraiment travaillé en partenariat pour proposer, je pense que tous les participants recevront cette offre qui leur est réservée. On a voulu faire vraiment cet effort pour aider ceux qui voudraient se lancer, ou en tout cas pour aider ceux qui sont lancés mais qui ne voient pas le bout du tunnel, à utiliser un système automatisé qui va un petit peu les guider. C'est le cas de Bora, notre système principal qu'on utilise. Et j'espère en tout cas que ceux qui profiteront de cette offre avec Ascobid comprendront un petit peu l'approche que l'on doit avoir pour gagner, et qu'il faut déjà commencer par gérer ses risques pour gagner ensuite. Donc, Jérôme Revillot, merci. Est-ce que vous avez peut-être quelques mots de conclusion avant que nous nous quittions dans de très bons thèmes, n'est-ce pas? Écoutez, oui, j'étais très heureux en tout cas de cette invitation. Je remercie le Trader Club, Finance Trade et Ascobid qui ont parrainé cette soirée. Et surtout, je remercie tous les participants qui étaient presque 500, il paraît, ce soir, donc inscrits pour nous rejoindre. Donc vraiment, on est très contents. Écoutez, regardez. Ça fait vraiment plaisir de voir que le Forex intéresse. Et surtout, je suis très content de pouvoir faire passer le message que l'on peut aller sur le Forex de façon sérieuse et qu'on peut gagner de l'argent sur le Forex si on le fait sérieusement. Donc ça, c'est vraiment le message que je voudrais faire passer. Et bien sûr, je souhaite surtout une très bonne année à tout le monde. Et une très bonne année sur le Forex et surtout à l'euro, on va dire. Oui, puisque c'est là-dessus qu'on va jouer. On attendra le rebond. Voilà, un rebond. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous. Bonne soirée à vous et à très bientôt. À très bientôt.